Salut! Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de mes lectures marquantes de l'année 2025. Mais avant cela, j'aimerais faire une grosse intro sur tout ce que j'ai lu durant cette année, mais aussi tout ce que j'ai lu depuis que je recense toutes mes lectures sur Internet et pas sur YouTube. En effet, avant d'ouvrir cette chaîne YouTube, bien avant, en 2014, je me suis inscrite sur un site qui s'appelle Booknode. Je n'ai aucun partenariat avec eux, c'est vraiment un site que j'utilise depuis mes 14 ans. Et c'est un site qui sert à recenser toutes mes lectures, que ce soit des livres, des bandes dessinées, des mangas. Et j'ai refait le point là dernièrement sur tout ce que j'ai pu recenser depuis 2014, donc depuis 9 ans, pas du tout depuis 11 ans, le temps passe si vite. Et je me suis rendu compte que j'ai recensé 2003 livres. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais 2003 livres, ça veut dire que si j'avais lu ces livres entre 2014 et ce jour, ça veut dire environ 180 livres par an, ce qui est énorme. Et c'est vraiment une bibliothèque virtuelle où je recense toutes mes lectures, mais vraiment toutes les lectures. Ça passe par les Max et Lily, les Tom Tom et Nana, les Fantomettes que j'adorais, sans oublier aussi tous les livres de young adultes que j'ai pu lire, donc Cathy Engine et autres livres fantastiques du genre Vampire Academy, The Mortal Instrument, bref, ce genre de livres. Vraiment, si on prend mes lectures au tout début de mon compte sur Booknode et à la fin, je pense qu'on ne pourrait jamais parier que ces lectures sont issues d'une même personne. C'est vraiment hétéroclite. Il n'y a vraiment aucune cohérence entre toutes mes lectures et ça montre aussi à quel point les goûts peuvent changer au cours du temps. Et je pense qu'à une certaine période de ma vie, j'aurais eu un peu honte de parler de ces lectures de jeunesse. Mais là, en fait, je m'en fiche. Hein. Clairement, ce sont des livres que j'ai pu lire qui m'ont aussi façonné dans ce que je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai un tout autre regard sur ce que j'ai pu lire. Et évidemment que maintenant, je ne lirai pas les mêmes choses, mais je serais tout de même curieuse. Si jamais je devais relire ces livres, qu'est-ce que j'en penserais là, maintenant? Je ne sais pas. Bref, tout ça pour dire qu'en termes de qualité de livre, j'ai clairement eu un virage. Je suis passée du livre young adulte à des livres, disons, un peu plus matures, un peu plus bien vus académiquement, on va pas se mentir. En termes de nombre de livres, ça fait très intéressant. Je suis restée assez stable. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas trop. L'année dernière, par exemple, sans me vanter, j'ai lu 170 livres environ. Et cette année, j'ai lu un peu moins, j'ai lu 130 livres environ, encore une fois. Vous aurez les chiffres exacts si vous allez sur Booknode et que vous allez sur mon compte personnel. Mais tout ça veut tout simplement rien dire en termes de valeur absolue. Il faut vraiment voir en termes de comparaison d'année en année. Là, j'ai lu beaucoup moins que l'année dernière. J'ai lu du coup 40 livres en moins en sachant que j'avais pour objectif en début d'année de lire 60 livres. Cela montre à quel point mon objectif de livre était tout à fait, mais alors tout à fait illusoire par rapport en fait à mes capacités, à mon temps libre. Je pense que l'année prochaine, il faudrait plutôt que je mise sur 100, même si je pense que je vais dépasser les 100 assez facilement. Tout ça pour dire que cette année, certes, j'ai lu 130, 138 plus précisément livres, mais en termes de qualité, vraiment, j'ai pas, mais alors pas du tout lu la même chose que l'année dernière. L'année dernière, j'ai lu énormément de romans et de non-fiction. Et cette année, j'ai lu énormément de non-fiction, très peu de romans au final, mais j'ai aussi lu énormément de mangas. Ça, c'est un truc que je ne faisais pas forcément avant, mais j'ai découvert énormément de mangas et je pense que c'est un truc que j'aimerais bien continuer l'année prochaine. Mais forcément, ça fait aussi gonfler un peu artificiellement le nombre de livres que j'ai lus. On va pas se mentir, les mangas sont des ouvrages qu'on lit assez rapidement. Entre lire un manga et un livre de Balzac, le Balzac va prendre une semaine, le manga, je pense, une journée. Et vraiment, je ne sous-estime pas du tout la qualité des mangas, des bandes dessinées par rapport aux romans. Ce n'est pas de la sous-littérature et il faut vraiment qu'on arrête avec cette hiérarchisation de la littérature. En somme, j'ai lu 138 livres, mais ce n'est pas un chiffre à comparer avec une autre personne. Vraiment, ce chiffre-là, c'est vraiment pour me comparer à moi de l'année dernière et des années passées. Et en me comparant à l'année dernière, j'ai du coup une baisse de 28% en termes de nombre de livres lus. Voilà, c'est vraiment pour me comparer avec moi-même
Et je trouve vraiment cela plus intéressant que de se comparer avec les autres, où cela ne veut absolument rien dire en termes de valeur absolue. Et je trouve que la valeur relative, donc en termes de pourcentage par rapport à soi, à une année passée, est bien plus représentatif et en dit bien plus sur nos habitudes de lecture. Et c'est aussi bien plus utile lorsqu'on veut faire une introspection sur « Ok, j'ai lu moins, pourquoi, comment, est-ce que j'ai utilisé le reste du temps pour faire autre chose ?» Et c'est là que le bilan tombe et que je me dis que, au final, j'ai moins lu, mais est-ce que du coup, j'ai lu des bouquins qui me plaisaient plus? Oui, je pense avoir lu des livres qui me plaisaient plus, en tout cas pour ce que je voulais lire à l'instant T. Mais est-ce que j'ai utilisé le temps restant, donc qui n'était pas consacré au livre, à faire des choses bien plus utiles? Je ne sais pas. J'ai aussi passé beaucoup de temps sur les écrans cette année. Et je ne sais pas si j'avais consacré plus de temps à la lecture, est-ce que j'aurais passé moins de temps sur les écrans ou est-ce que j'aurais passé plus de temps à dormir et à récupérer du temps de sommeil? Aucune idée. Le fait est que je vais essayer de poursuivre sur cette lancée, c'est-à-dire continuer à peu près ce même rythme de lecture. Je pense que 170 livres, c'est un rythme assez cadencé. Il y avait certains mois en 2024 où je lisais 30 livres. C'est hallucinant. Là maintenant, c'est inenvisageable et je ne pense pas que cela soit une mauvaise chose au final de ralentir la cadence. Je vais essayer de maintenant me mettre un objectif de lecture réaliste, c'est-à-dire pas trop bas comme cette année où je me suis dit allez, je vais lire 60 livres, on va être chill, on va ralentir la cadence. C'est pas possible pour moi et c'est ok. La lecture a aussi une vertu thérapeutique pour moi et pour ma santé mentale, donc on va faire avec. Et d'ailleurs, en revoyant mon historique de lecture, j'ai vu que j'ai dépassé mon objectif de lecture à partir du mois de juin. Parce que à partir de fin juin, j'ai lu 74 livres. Donc, en milieu d'année, j'ai su que j'avais en fait bousillé mon objectif de lecture. Je ne l'ai pas modifié en cours de route parce que je ne pense pas qu'on pouvait modifier cet objectif en cours d'année. Donc voilà, pour mon prochain objectif de lecture, je vais essayer de bien parier. Je pense que je vais mettre 100, mais encore une fois, j'ai peur de sous-estimer. Franchement, je suis trop nulle pour parier. Après, je mise pas d'argent, hein, mais vraiment, je suis vraiment trop nulle pour deviner le nombre de livres que je vais lire. Allez, j'aime bien. Je vais mettre 100, c'est un nombre rond, pile poil, avec 2 zéros, je sais pas. Instinctivement, je le sens bien. Puis de toute façon, si je le dépasse, tant pis. Voilà, donc si jamais vous êtes intéressé par ma page Booknote, je vous le laisse en lien. C'est vraiment un site où je recense tous mes livres. Donc vraiment, si vous voulez savoir le jour J quel livre j'ai lu, je le mets à jour. Passons à mes meilleures lectures de l'année 2025. Sur Booknote, ce qui est bien, c'est que vous pouvez classer vos lectures en listes. Il y a les listes de diamants, les listes d'or, les listes d'argent, listes de bronze, les livres que vous avez lus aussi et les livres que vous n'avez pas appréciés. Ensuite, vous avez une catégorie pour la pile à lire, donc les livres que vous avez en votre possession et que vous n'avez pas encore lus, mais que vous allez probablement lire. Et une liste mes envies, donc une sorte de wish list où vous mettez les livres que vous avez envie de lire et que vous n'avez pas. En me concentrant du coup sur les livres présents dans ma liste de diamants durant l'année 2025, on peut voir que j'ai eu 32 coups de cœur, ce qui est assez énorme et je ne vais pas vous en parler dans cette vidéo parce que sinon elle durerait une plombe. Mais par contre, j'ai décidé de piocher un livre par mois, ce qui fait du coup 12 livres à vous présenter. Au tout début de l'année 2025, j'ai lu un roman russe d'Ivan Goncharov qui s'appelle Oblomov. J'en ai parlé, je pense, dans une vidéo. C'est un roman qui continue de me fasciner, même aujourd'hui, puisqu'il va traiter de solitude, de paresse, d'anédonie, donc de perte complète d'élan vital, de perte d'envie. Dans ce roman russe du 19e siècle, on va suivre Oblomov, un fonctionnaire qui va passer la plupart de son temps dans son lit allongé pour dormir. Et ce, alors qu'il a des proches qui vont lui rendre visite très souvent. Il a aussi un serviteur plié en 4 pour pouvoir répondre à ses exigences. Et malgré cela, il va être vraiment dans une torpeur qui nous semble vraiment inéluctable, mais au final, il va faire la rencontre d'une femme qui va éveiller une sorte de lueur d'espoir chez cet homme qui n'a aucune passion. Et c'est vraiment un roman fascinant où on voit
un homme comme ça remonter la pente. Et ensuite, il y a un retournement de situation qui va faire que ce livre va vraiment nous marquer à vie. Et même aujourd'hui, je repense à ce roman et je trouve les thématiques abordées hyper intéressantes. C'est, je trouve, assez rare de suivre comme ça dans un roman un homme qui manque d'ambition, qui n'a aucun charisme, qui n'a aucun avenir, qui est pourtant destiné à pouvoir faire de grandes choses au vu de sa classe sociale. Et voilà, je ne peux que vous le conseiller. Le prochain livre que je vais vous présenter, je ne sais pas si je l'ai déjà abordé sur cette chaîne, mais c'est un livre qui, pareil, m'a énormément marqué. C'est un livre de non-fiction qui s'appelle « La prostitution, quel est le problème ?» Et c'est un ouvrage qui a été écrit par une sociologue qui est Liliane Mathieu et qui est reconnue. Ce livre m'a ouvert les yeux sur énormément de choses. Avant la lecture de ce livre, j'étais abolitionniste. J'étais du coup contre la prostitution parce que j'avais pour argument le fait déjà que c'était déjà une atteinte à la dignité humaine que du coup de vendre son corps et ce à travers une transaction financière et que en plus c'était faire le jeu du patriarcat que de vendre son corps en plus à des hommes riches pour pouvoir du coup assouvir leurs soi-disant besoins. J'avais des arguments qui liaient à la fois le féminisme et l'anticapitalisme et vraiment je ne voyais pas du tout de faille dans cet argumentaire. Ce livre est en fait là pour faire la synthèse de tous les arguments pour et contre la prostitution. Et ce que j'ai vraiment aimé dans cet ouvrage de Liliane Mathieu, c'est que en fait, on ne voit absolument pas dans quel camp elle se penche, tellement il y a des arguments pour et des arguments contre. Et au final, je n'ai trouvé aucun, mais alors aucun argument solide pour la prostitution et aucun argument solide contre la prostitution. Je trouve que pour des sujets aussi touchy, lorsqu'on n'a pas d'arguments, souvent, les gens pensent qu'on n'est pas assez renseigné. Et je pense que c'est assez faux. On va souvent entendre les gens qui vont avoir des arguments extrêmement tranchés, extrêmement radicaux parfois. Et je dis pas que la radicalité dans certains domaines, dans certains débats n'est pas nécessaire, voire juste et légitime. Mais je pense qu'au sujet de la prostitution, avoir un avis tranché de ce que j'ai lu à partir de ce livre, et c'est vraiment un livre qui fait la synthèse de plein de penseurs, de plein d'intellectuels, de plein de philosophes qui ont parlé de prostitution, avoir du coup un avis tranché sur ça, c'est extrêmement délicat parce qu'en fait, il y a toujours un argument qui va contrer l'un des deux camps. Et je n'ai pas le temps nécessaire vraiment pour défiler tous les argumentaires. C'est vraiment un livre qui va parler d'un penseur, qui va ensuite parler d'un autre penseur qui a dit le contraire, puis qui va ensuite montrer qu'il y a une autre faille dans l'argumentaire de l'autre. Enfin bref, ça part dans tous les sens, mais c'est tellement clair que je vous conseille vraiment la lecture de ce livre. La première partie du livre va poser la question de est-ce qu'une sexualité sans désir, est-ce que c'est une sexualité légitime? Ensuite, dans une deuxième partie du livre, l'autrice va poser la question de est-ce que les prostituées peuvent consentir? Vraie question. Et dans une troisième partie, la sociologue va se poser la question mais est-ce qu'on peut vendre son corps? Et ensuite, il y a une conclusion aussi très intéressante qui s'appelle le désenchantement du sexe et qui est extrêmement intéressante. Mais voilà, c'est vraiment un ouvrage qui m'a permis d'avoir, je pense, un recul sur ce sujet qui fait assez polémique, surtout dans les milieux féministes. À présent, tout ce que je peux dire, c'est que j'ai pas de position claire et ferme sur ce sujet, tellement il y a d'arguments pour et contre, et que les arguments que j'avais cités, que ce soit en faveur de la dignité humaine et en faveur de la lutte contre le patriarcat, c'est pas à travers l'abolition de la prostitution qu'on va l'améliorer. Au final, la prostitution existe, même si on l'interdisait, et qu'il faut maintenant qu'on puisse accompagner les travailleurs et travailleuses du sexe pour qu'elles puissent exercer ce métier de manière moins précaire et pour qu'elles puissent aussi préserver leur santé. Ensuite, passons au mois de mars. En mars, j'ai lu Corinne ou l'Italie de Madame de Staël. C'est le premier roman que j'ai lu de cette autrice et ça a été un véritable coup de cœur. Dans Corinne ou l'Italie, on va suivre Corinne,
une jeune Italienne qui est extrêmement instruite, qui s'intéresse à l'art, qui s'intéresse à la philosophie, à la politique. Bref, elle est aussi adulée par tout le monde. Et elle va faire la rencontre d'un jeune Écossais qui vient de débarquer en Italie et qui va tomber sous le charme de cette femme, mais qui va aussi un peu avoir peur d'elle et de son intelligence. J'ai trouvé que c'était un roman extraordinaire qui non seulement avait une diversité de thématiques hallucinantes, mais qui, dans la forme aussi, prenait des libertés comme je n'en avais jamais vu dans un roman, puisque ça incluait des poèmes, des échanges épistolaires. Il y avait vraiment une variété de tons, de formes que moi j'ai beaucoup aimé. Et puis l'histoire d'amour entre Corinne et ce jeune Écossais qui est le Lord Oswald est vraiment plaisant à lire et à suivre. Voilà, si vous voulez un roman qui suit une tension amoureuse sur fond de paysages italiens, je ne peux que vous conseiller ce roman. En avril, j'ai lu un livre qui m'a beaucoup questionnée. En effet, au cours de l'année, j'ai sorti une vidéo sur l'identité, quelque sorte la quête de soi. Et c'est une vidéo que j'ai sortie sur la chaîne et qui m'a amenée aussi vers un sociologue qui a été philosophe de formation. Ce sociologue, c'est Norbert Elias, qui a écrit La société des individus. Dans cet ouvrage, que j'ai déjà parlé longuement dans une vidéo, le sociologue va vraiment montrer le lien intrinsèque qu'il y a entre l'individu et la société. Et comme quoi la société n'est pas la simple addition des individus qui la composent, c'est vraiment bien plus que cette somme. Et ce qui est intéressant dans ce bouquin, c'est qu'il va dire que nos comportements sont orientés par nos relations et que parfois nos aspirations personnelles sont contraintes par aussi l'image qu'on veut que les autres perçoivent de nous, par ce qu'il appelle lui l'empreinte sociale. C'est vraiment un ouvrage intéressant qui va vraiment décentrer l'individu pour le remettre en place dans une société et montrer à quel point il y a une interdépendance entre l'individu et la société en elle-même et que les deux sont inextricables. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi une limite à cette intégration de l'individu dans la société puisque l'individu reste assez autocentré et que la notion d'appartenance est assez restreinte pour l'individu. On va se sentir appartenir à une famille, voire à un État, mais la notion d'appartenance à l'humanité en tant que telle est assez peu considérée, on va dire, et ça, Elias le pointe du doigt. On peut aussi le prendre en compte de nos jours face à la menace écologique. On doit vraiment se dégager de cette restriction dans l'appartenance et se dire que en tant qu'humanité, on a aussi une responsabilité qu'il faudrait vraiment qu'on puisse agir à cette échelle-là. En mai, j'ai découvert un manga qui est Monsters de Naoki Urasawa. C'est un manga que j'ai aussi déjà parlé dans une précédente vidéo sur les mangas, mais que j'ai adoré parce que c'est un thriller policier qui va du coup partir d'un jeune personnage qui est un neurochirurgien qui va faire face à un dilemme moral qui est soit de sauver un jeune enfant qui a du coup une chance de mourir dans l'heure qui vient, ou alors de sauver un politicien hyper influent dans la gestion de l'hôpital dans lequel il travaille. Et à partir de cette simple décision, on va être happé par le scénario, puisqu'il va se passer des meurtres qui vont être en lien avec ce dilemme moral. Il va y avoir tout un agglomérat de personnages, de mystères, de courses-poursuites, de chasse à l'homme. C'est extrêmement prenant et vraiment je ne peux que vous conseiller ce manga. Ensuite j'ai lu un livre d'enquête qui s'appelle Les Ogres et j'ai totalement oublié le nom de l'auteur, je vais vous le mettre avec l'affiche du livre. C'est un livre qui s'intéresse du coup à la gestion des crèches par des entreprises privées et c'est extrêmement choquant, vraiment. On voit à quel point les enfants sont maltraités dans les crèches juste parce qu'on veut faire des économies d'argent et de temps. On voit aussi comment le personnel est totalement exploité et totalement compressé par cette machine capitaliste qui va essayer d'engranger de l'argent alors que l'investissement dans les crèches est presque nul. Vraiment, ça me convainc dans le fait que lorsqu'on privatise quelque chose qui est censé être public, ça ne peut que mal tourner. Donc voilà, Les Ogres, un
récit édifiant que je pense tout parent ayant des enfants en bas âge doivent lire. Ma meilleure lecture de juillet, ça a été l'expérience concentrationnaire, un essai sur le maintien de l'identité sociale. Écoutez, c'est un essai que j'ai déjà parlé dans une vidéo sur l'identité, je pense, ou alors dans les littératures Philibert, je ne sais plus. Mais en tout cas, j'en ai déjà parlé et c'est un essai qui va du coup retracer des expériences dans des camps de concentration et du lien que ça a pu avoir sur le façonnement de l'identité des personnes qui ont subi ces atrocités et de la façon dont ils ont pu, à travers ces récits aussi, se reconstruire et aussi, en quelque sorte, guérir de tout ce qui s'est passé. C'est extrêmement intéressant. Ça mêle sociologie, récits historiques, témoignages. C'est un livre que je ne peux que vous conseiller si le sujet de l'identité et de la façon dont elle se renouvelle à travers les expériences subies vous intéresse. Ensuite, en août, j'ai lu un livre qui est encore plus déprimant, qui est Ce que la Palestine apporte au monde et qui est un ouvrage issu de divers auteurs. Donc c'est un ouvrage collectif qui va traiter de la Palestine, de son histoire, de ce qu'elle subit de nos jours. Et vraiment, c'est un ouvrage très très complet, qui est extrêmement informatif, qui a de très beaux graphiques, de très belles cartes aussi. Et ça mêle art, politique, ça mêle témoignage, et pareil, je ne peux que vous le conseiller si vous êtes en état de lire ce genre d'ouvrage. En septembre, j'ai retrouvé un auteur que j'adorais et que j'avais oublié que j'adorais autant. C'est Étienne Klein, un physicien français qui est aussi spécialiste dans la vulgarisation scientifique et qui a écrit Matière à contredire, qui est un essai philosophico-scientifique qui va du coup mêler philosophie et physique et qui va montrer les points communs entre ces deux disciplines, mais aussi leurs divergences. C'est absolument passionnant. C'est un vrai réconfort pour mon âme d'enfance qui adore la science, mais qui adore aussi la philosophie. Vraiment, je ne peux que vous le conseiller. C'est vraiment extrêmement petit, mais une très belle introduction à la philosophie et à la physique quantique notamment. Il n'y a rien de bien compliqué dans cet ouvrage. Je ne pense pas qu'il y ait un auteur qui ait pu aborder ces deux thèmes, philosophie et physique, de manière aussi pertinente. Ou alors dites-le moi en commentaire. Donc voilà, Étienne Klein, un auteur qui me tarde de redécouvrir l'année prochaine. Ensuite, pour le mois d'octobre, j'ai eu énormément de mal à choisir entre un recueil de poèmes de Paul Éluard qui est J'ai un visage pour être aimé et un roman qui retrace la vie d'une femme médecin qui est Augusta Klump. Mais au final, je vais vous parler du dernier livre parce que je pense qu'il est beaucoup moins connu que les poèmes de Paul Éluard. J'adore Paul Éluard, mais je pense que c'est un nom dont on a déjà vu et rencontré en littérature française. Donc je vais pas plus m'attarder, mais voilà, juste pour dire que c'était extrêmement bien comme lecture. Augusta Klump, du coup, c'est une médecin française née au milieu du 19e siècle, qui va faire partie des premières femmes médecins en France. Pour cette femme, les études de médecine, ça a été comme un chemin jonché d'obstacles, puisque lorsqu'elle allait au cours de médecine en amphithéâtre, elle a été huée par des hommes qui la traitaient de tous les noms. Et donc cet ouvrage va vraiment retracer ses difficultés lors de ses études, la façon aussi dont elle va rencontrer son mari qui, comme elle, est un neurologue qui va aussi être reconnu. On va aussi voir à quel point ils vont bien s'entendre et aussi sortir un ouvrage qui va faire l'unanimité en neurologie et aussi voir que son nom va presque disparaître de cet ouvrage tellement la femme médecin est très peu considérée. Un ouvrage extrêmement intéressant si on veut suivre la première femme neurologue du monde. Vraiment, son parcours est extraordinaire. Alors oui, elle est issue d'une famille assez aisée qui compte aussi une astronome dans sa famille qui est une de ses sœurs, qui compte aussi une sœur qui va être proche de Rosa Bonheur, la peintre. Bref, elle part avec des avantages, mais on voit aussi tout le travail qu'il y a derrière et je trouve ça impressionnant. En novembre, j'ai lu Le genre du capital. J'ai oublié l'autrice, encore une fois, je suis désolée. Je vais vous mettre la couverture juste ici. C'est un ouvrage extrêmement passionnant qui va montrer les inégalités
face à l'héritage lorsque l'on est une femme ou lorsque l'on est un homme. Ce livre montre comment les femmes peuvent être facilement dépossédées de leur droit à l'héritage, que ce soit pour éviter un conflit intrafamilial ou alors pour justement non-reconnaissance à leur travail domestique. Il y a plein de raisons pour lesquelles les femmes sont désavantagées. L'ouvrage s'intéresse aussi à la profession de notaire et des avocats et comment leur prise en charge en fonction du genre des personnes mais aussi de leur classe sociale vont varier. Et ce qu'on va voir, c'est que souvent ces professions vont avantager les hommes en ce qui concerne l'héritage, parce qu'on va aller voir bien plus travailleurs, moins assistés que les femmes qui, elles, certes, qui ont la garde des enfants, ne travaillent pas. C'est un livre qui est vraiment original par le thème qu'il aborde. Je pense que c'est la première fois que je lis un livre qui traite de la question de l'héritage en fonction du genre. Et vraiment, je ne peux que vous le conseiller. Ensuite, ma meilleure lecture de décembre a été un recueil de poèmes. Alors, techniquement, je tourne cette vidéo durant le mois de décembre, donc le mois n'est pas encore terminé, je peux encore avoir de nouvelles surprises. Mais ce recueil de poèmes a été un véritable coup de cœur, et c'est Cette lumière et mon désir de Rumi. Rumi, c'est un poète du XIIIe siècle qui est issu du courant mystique. Pour résumer en 3 mots, les thématiques de ce recueil, ça va être amour, vin et Dieu. En sachant que parmi ces 3 thématiques, je ne bois pas de vin et je ne crois pas en Dieu. Mais il n'empêche que ce livre m'a fascinée. Il y a vraiment, je trouve, dans la poésie persane, je ne sais pas si vous êtes d'accord, un niveau de raffinement que je n'ai jamais retrouvé dans d'autres poésies. Après, je n'ai pas lu les poésies de chaque pays et vraiment, il faudrait peut-être que je le fasse un jour. Je trouve dans les vers, il y a une certaine délicatesse et une certaine façon de traiter certains sujets de manière à la fois prude, mais aussi belle. Et vraiment, je trouve ça extrêmement touchante. Personnellement, j'ai déjà lu les poèmes d'Hafez, les poèmes de Saadi, et ça a toujours été des coups de cœur. Et franchement, c'est ça qui me fait dire que la poésie persane est vraiment d'un tout autre niveau. Alors que j'adore la poésie française, je vous ai parlé de Paul Éluard, mais il y en a d'autres que j'admire. Là, par exemple, j'ai un recueil de Paul Verlaine. Enfin, vraiment, la poésie française n'a jalousé des autres, mais la poésie persane, vraiment, un autre niveau intergalactique. Je vais vous lire un extrait d'un poème qui s'appelle « Médicament de joie ». Déjà le titre, extrêmement beau. « Si contre ma douleur, tu envoies guérison, et si pour ma révolte, tu envoies une pluie. Et puis, si tu envoies, te servant d'une ruse, le beau d'entre les beaux, de chez lui vers la place, et puis si tu envoies dans le cercle des ivres, celui qui verse à boire, au souffle des amants, toutes les particules du monde prennent vie. Quand tu envoies mon souffle, au souffle des amants. » J'ai envie de continuer à lire, mais en fait, ça va durer une plombe, donc je vais m'arrêter là, mais c'est extrêmement beau. Je ne peux que vous conseiller ce recueil. Je n'ai plus beaucoup de batterie, mais j'en profite pour vous parler de ma lecture en cours, qui risque d'être un coup de cœur, donc c'est pour ça que je vous en parle. C'est Les Envoûtés de Gombrowicz, qui est un auteur polonais. C'est un roman gothique qui va du coup parler d'un jeune homme qui est fan de tennis et qui va être employé à être le prof de tennis d'une jeune fille aisée. Et de là, on va du coup le voir se rendre en province, perdu un peu au milieu de nulle part. Comme vous le révèle la couverture du livre, il y a vraiment une ambiance de château, de brouillard, une ambiance assez mystérieuse qui va imprégner l'atmosphère. Et franchement, j'adore. J'en suis qu'au tout début, mais vraiment, j'ai hâte de découvrir la suite. Et ouais, j'ai pas de doute, je pense que ça va être un coup de cœur. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous a un peu intéressé. Et j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire vos meilleures lectures de l'année. Puis si jamais vous êtes aussi sur Booknode, n'hésitez pas à me mettre votre compte pour que je vous suive aussi. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut!